la CIB s'intéresse de très près au respect des droits fondamentaux et a souhaité qu'on puisse évoquer lors du 20e anniversaire de la création de la Cour pénale internationale, en juillet 2002, évoquer le parcours de cette Cour, l'importance de celle-ci dans le développement de la défense des droits fondamentaux à travers le monde. La CIB constitue une juridiction tout à fait nouvelle. Certes, les modèles anciens de juridiction internationale qui avaient été créés pour des conflits particuliers. Là, nous avons affaire à une institution qui est pérenne, stable, et 20 ans d'activité, 20 ans de jurisprudence, et nous permettent de prendre la mesure de l'efficacité de cette juridiction et en même temps de prendre conscience de l'importance de ces valeurs. Nous avons la chance d'avoir parmi les intervenants trois acteurs particulièrement importants. Je voudrais d'abord remercier Bruno Cotte. J'ai eu la chance de connaître Bruno Cotte quand Bruno Cotte était procureur de la République à Paris. Je l'ai rencontré après, lorsqu'il était président de la chaîne commerciale criminelle de la Cour de cassation. Et je le retrouve après son activité au sein de la Cour pénale internationale, où il a exercé pendant 6 ans. Et nous avons également parmi les intervenants François Roux. François Roux est avocat qui s'est beaucoup donné dans le respect des droits fondamentaux et qui a été au dernier lieu avocat défenseur au tribunal du Liban, dont il pourra en faire connaître l'expérience qu'il a pu acquérir devant ces juridictions internationales. Et puis, vous connaissez notre troisième intervenant, qui est notre ami Xavier Jean, qui est là, je ne le présenterai pas. Figurez-vous qu'il constitue à temps qu'il appartient au Conseil des sages de la CIB. Il est les plus anciens de la CIB et son bureau est à La Haye. Il travaille comme avocat de la défense au sein de la Cour pénale internationale. Alors, l'objet de notre webinaire, c'est donc d'échanger sur les acquis et les faiblesses de la Cour pénale internationale. Et je propose que nous procédions ainsi, c'est-à-dire que Bruno Cotte va faire connaître les acquis, l'état de la Cour pénale internationale de façon naturellement sommaire. Et nous allons également voir, François Roux va faire part de son expérience comme avocat défenseur devant la juridiction pénale internationale, et nous aurons également une intervention de Xavier Jean qui est là. Je souhaite qu'il puisse y avoir entre les intervenants une véritable discussion sur les points qui sont évoqués afin que notre débat soit vivant. Et voilà comment le webinaire se présente. Je remercie encore les intervenants de leur présence. Ceci nous conforte l'action que la CIB mène dans le respect des droits fondamentaux en agissant auprès des barreaux en vue de développer cette culture de défense de ces droits fondamentaux. Monsieur le Président, je vous donne la parole pour que vous puissiez précisément faire connaître la CPI à de nombreux confrères qui n'ont pas d'expérience. Bien, merci beaucoup. Je suis ravi de vous rencontrer tous, enfin vous rencontrer à distance, et j'espère que nous pourrons tous les trois, tous les quatre, vous apporter des informations qui vous sont utiles. Alors, cette Cour pénale internationale, elle a 20 ans. Une Cour pénale internationale, c'était un rêve que beaucoup caressaient depuis longtemps, et nous l'avons, cette Cour. Elle est universelle, elle est permanente, mais le rêve s'est concrétisé difficilement, car pour un État, accepter que l'on porte atteinte à sa souveraineté, c'est quelque chose d'éminemment difficile. Et ça a eu deux conséquences. La première conséquence, c'est lors de la conférence de Rome, en juillet 1998, où la Cour a été en fait créée, où s'était élaboré le statut, de multiples compromis pour arriver à tous tomber d'accord
et à faire en sorte que cette cour puisse voir le jour. Mais qui dit compromis dit ambiguïté dans un certain nombre de cas, c'est propice aux interprétations, cela donne une large place aux juges et donc à la jurisprudence. C'est passionnant, c'est parfois porteur de risques. Et les juges, au fil du temps, sont devenus de plus en plus professionnels, mais ce ne fut pas toujours le cas au début. Et si certains étaient fort expérimentés, la manière dont le statut a prévu le recrutement des juges fait qu'au début, la Cour a pu apparaître assez balbutiante, car tout le monde n'avait pas une grande expérience du procès pénal, a fortiori du procès pénal de common law, puisque la common law est omniprésente au sein de la Cour pénale internationale, même si les auteurs du statut souhaitaient une certaine hybridation. Alors certes, les victimes sont présentes devant la Cour, mais le tout venant de la procédure, c'est de la common law. Et la deuxième conséquence de cette difficulté de création, c'est l'affirmation, et de cette atteinte à la souveraineté que représente la Cour, c'est l'affirmation du principe de complémentarité. Un principe de complémentarité qui fait que la Cour est censée être l'exception. Un État sur le territoire duquel, dès lors qu'il est parti au traité, sur le territoire duquel se commettent des crimes relevant de la compétence de la Cour, génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, maintenant agression, est censé être le premier à statuer, à se saisir. Donc, principe de complémentarité, et c'est très intéressant, on en parlera certainement tout à l'heure, à la lumière du conflit russo-ukrainien qui est en train de se développer depuis le mois de février dernier. Retenez que c'était une cour dont on parlait peu jusqu'à présent, en tout cas en France, on n'en parlait pas beaucoup, si ce n'est pour la critiquer, et puis brusquement, elle est tombée sous le feu de l'actualité. On la part de toutes les vertus et on laisse entendre qu'elle serait apte à juger pratiquement dès demain ou après-demain les responsables et les donneurs d'ordre de la guerre russo-ukrainienne. Le secrétaire général des Nations Unies, hier encore, Antonio Guterres, demandait avec force que la Cour enquête très vite sur les crimes que l'on vient de découvrir, qui auraient été commis à Izium, une localité récemment reconquise par l'Ukraine. Alors, qu'a-t-elle fait jusqu'à présent, cette Cour pénale internationale? Je vais donc vite, comme l'a dit Bernard Battier, mais on complétera peut-être tout à l'heure au fil de la discussion. Elle a commencé au tout début par se mettre en ordre de bataille, par s'organiser, ce qui n'était pas forcément évident, mais c'est le propre de toute juridiction internationale. Puis elle a entamé ses premières affaires, et des affaires dont on a dit à juste titre qu'elles étaient beaucoup trop africaines, qu'elles ne concernaient que le continent africain. C'est vrai. Elle ne concernait que le continent africain parce qu'un certain nombre d'États africains n'ont pas entendu faire jouer le principe de complémentarité, ou plus exactement, ont entendu le faire jouer en disant « Nous ne sommes pas en état, appliquant le statut, de juger nous-mêmes ce type d'affaires, parfois parce que notre système judiciaire est en grande difficulté et on demande à la Cour de se saisir. » L'ont-ils toujours fait en étant parfaitement désincarnés? Je n'en suis pas sûr. Y a-t-il eu parfois une petite tentative d'instrumentalisation de la Cour? On ne peut pas l'exclure. Mais retenons aussi que le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est l'un de ceux qui peut saisir la Cour, l'a saisi à 2 reprises, Soudan, Darfour et Libye, également continent africain. A-t-elle rendu beaucoup de décisions? Non. En 20 ans, on ne peut pas dire qu'elle en ait rendu beaucoup. Elle a condamné un ressortissant de la République démocratique du Congo, Thomas Lubanga. Elle a condamné Germain Katanga, également République démocratique du Congo. Elle a condamné un enfant soldat ougandais devenu à son tour responsable. Elle a condamné Ntaganda, République démocratique du Congo. Elle a de mémoire condamné un ressortissant malien. Mais elle a aussi acquitté. Et ça, je crois qu'il faut le noter, car on a pu lire, notamment en France, sous beaucoup de plumes, avisées, que de toute manière, comparaître devant la Cour pénale internationale, c'était être certain d'être condamné. Non, non. Dans l'affaire Katanga N'Gujolo, une disjonction est intervenue. Mathieu N'Gujolo a été acquitté. De mémoire, Bemba a été acquitté et Gbagbo a été acquitté. Alors, le plus souvent au prix d'une appréciation extrêmement stricte de la preuve, des éléments de preuve produits. Nous sommes en common law et vous le savez, la preuve est très rigoureusement réglementée, je l'ai vécu, je l'ai vu,
Et cela implique pour le procureur, puisqu'il n'y a pas de juge d'instruction qui enquête à charge et à décharge, de présenter des dossiers qui soient extrêmement solides. Sachant que dans beaucoup des affaires dont a eu jusqu'à présent à connaître la Cour, la preuve documentaire ou la preuve médico-légale est souvent très, très insuffisante. Parfois, d'ailleurs, elle n'existe même pas du tout. Ce sont des pays, je pense à la République démocratique du Congo, qui sont en guerre depuis des années. Y tenir des archives relève de l'exploit dans les zones de guerre. Donc, tout repose sur des témoins, et chacun sait, même si la procédure de common law prévoit interrogatoire, contre-interrogatoire, sur-interrogatoire, contre-sur-interrogatoire, etc., on sait que la preuve par témoin est une preuve qui peut être fragile. Le procureur, à l'heure actuelle et depuis le début, procède comme on le lui demande dans le statut, lorsqu'il se considère comme étant saisi, à des examens préliminaires pour s'assurer qu'il est bien compétent, pour s'assurer qu'il y a bien des présomptions de crimes relevant de la compétence de la Cour. Lorsque tel est le cas, il procède ensuite à des enquêtes dans un certain nombre de pays. Et là, il faut noter maintenant, au bout de 20 ans, qu'il a dépassé le strict cadre africain. Il a quitté, il n'y a pas que l'Ouganda, il n'y a pas que la République démocratique du Congo, il n'y a pas que le Darfour, il n'y a pas que la Centrafrique, il n'y a pas que le Kenya, ou la Côte d'Ivoire ou le Mali, il y a la Géorgie, mais il y a le Burundi aussi, il y a le Bangladesh, il y avait l'Afghanistan, il y a la Palestine, il y a les Philippines, le Venezuela et il y a l'Ukraine. De là à dire que les enquêtes du bureau du procureur soient très rapides, non. Elles sont lentes et si on interroge des ressortissants palestiniens, ils considéreront même qu'elles sont très, très lentes. Par moment, d'ailleurs, il aurait tendance, du bureau du procureur, à se dérober un peu. Si l'on regarde les enquêtes engagées en Afghanistan et la position prise il n'y a pas si longtemps par l'actuel procureur, on se rend compte que tout ne relève pas pour lui de la priorité. Et la priorité actuellement donnée au conflit russo-ukrainien risque fort, il faut en avoir conscience, de se faire au détriment d'autres affaires qui auraient mérité d'aller un peu plus vite. Alors, voilà, ça c'est très très rapidement un tout premier bilan de la Cour. Les critiques, on a toujours dit, et c'est vrai, qu'elle était beaucoup trop lente. Il ne s'agit pas de tout mettre sur le débit de la procédure de common law, mais la procédure de common law, incontestablement, ne favorise pas des décisions de justice rapides. Nous y reviendrons si vous le voulez. On a dit qu'elle était inefficace, c'est le corollaire de la lenteur. On a dit, plus important, qu'elle était trop politique. Elle ne peut être que politique. La Cour baigne dans la politique. Les juges sont élus par une assemblée des États partis. Ce sont donc des États qui proposent et des États qui élisent les juges. Il y a un article 16 dans le statut de la Cour qui permet éventuellement de suspendre des poursuites. La Cour est totalement dépendante pour, en quelque sorte, son exercice quotidien, en tout cas le bureau du procureur, pas les chambres, de la coopération que les États veulent bien lui accorder. Elle n'a pas force de police. Donc, il lui faut arriver à concilier des intérêts très contradictoires et ces intérêts passent par un dialogue avec les États. Donc, ne soyons pas surpris si la Cour est politique, elle l'est. Mais elle a quand même acquis une légitimité au niveau des décisions rendues et je peux attester, même si ce n'est qu'un témoignage personnel, mais que mes 6 années de présidence d'une chambre de la Cour m'ont tenu à l'écart de toute interférence politique, d'où qu'elle vienne. Je dirais même que par moments, je n'aurais pas craint d'avoir, de la part des 2 présidents de la Cour qui se sont succédés et avec lesquels j'ai travaillé, une présence un tout petit peu plus active pour s'intéresser à ce que faisait ma chambre, aux difficultés qu'elle rencontrait, aux difficultés que je rencontrais. Non, sur ce plan-là, indépendance absolue, absolue. Mais la Cour, dans son ensemble, quand on pense à la manière dont le président Trump a privé en quelque sorte de toute possibilité de voyager jusqu'aux États-Unis la procureure qui précédait l'actuel procureur, la Cour demeure quand même sous les projecteurs d'un certain nombre d'États qui ne la regardent pas d'un bon œil. En tout cas, elle est là. Elle est là pour l'instant. Et alors, ce qu'il faut noter au début de ce dialogue entre
les participants lointains et les trois intervenants, et le bâtonnier Vattier, ce qu'il faut noter, c'est la réaction ultra rapide qui vient de se produire depuis le mois de février dernier pour l'Ukraine. Bon, c'est de bon augure, incontestablement. Jamais on n'a vu le bureau du procureur réagir aussi rapidement, sans doute parce qu'il se considérait déjà comme saisi depuis 2014 et la première guerre du Donbass, même si de 2014 à 2022, les enquêtes diligentées n'avaient pas été d'une extrême rapidité. Peut-être le bureau du procureur avait-il propre à faire aussi. C'est de bon augure si on parvient à se saisir des responsables des crimes de guerre qui pourraient être commis. Et c'est là que l'on voit, et c'est une des carences de la Cour, elle est maintenant compétente pour le crime d'agression depuis pas très longtemps, mais les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement poursuivre, je parle du bureau du procureur, un crime d'agression sont extrêmement rigoureuses, extrêmement étroites, et en tout état de cause, elle ne le peut pas lorsque l'auteur présumé d'un crime d'agression n'est pas parti au traité de Rome. Or, la Russie, auteur présumé, le mot présumé est vraiment mis entre guillemets là, la Russie avait signé le traité de Rome, ne l'a jamais ratifié, et même en 2016 a orchestré le retrait de sa signature. Donc, la Russie, n'étant pas partie au traité, la Cour n'est pas compétente pour le crime d'agression. Une autre carence de la Cour majeure sur laquelle les co-intervenants interviendront peut-être encore plus que moi, c'est qu'elle ne dispose pas d'une procédure de défaut. Et on voit aujourd'hui à quel point cela va manquer. Car délivrer des mandats d'arrêt est une chose, les faire exécuter est autre chose. Et il serait tellement nécessaire pourtant, pour toutes les victimes de ce qui se passe et de ce qui se passera, que puisse exister une procédure de défaut, in absentia, comme c'était le cas devant le tribunal pour le Liban. Je ne parle pas des bureaux de la défense parce qu'il y a ici des sachants qui en parleront. Je l'ai dit, elle est beaucoup trop dépendante sur le plan de la coopération et des forces de police. Et une nouvelle fois, la procédure de common law est, à mon sens, trop présente. Elle a ses avantages, incontestablement, dans la recherche infiniment précise, non pas de la vérité, puisque c'est pas forcément ce qu'il cherche, mais dans la recherche de la véracité et de la solidité des éléments de preuve. Mais tout est très, très grave. Et c'est la critique, je crois, en fait, majeure qui est actuellement faite à la Cour. Alors, bon, l'éparpillement des procédures qui se développent actuellement en Ukraine, cela me fait déjà du souci. Voilà, je vais le dire aussi crûment que cela. En même temps, je ne peux que saluer le fait que la procureure générale d'Ukraine d'un côté, les Nations Unies de l'autre côté par le biais de commissions, toute une série d'ONG d'un autre côté, le procureur de la Cour pénale internationale, des États, Allemagne, France, mais d'autres encore par le biais de la compétence universelle, tout le monde s'est en quelque sorte jeté dans la bagarre judiciaire pour collecter des preuves avec des équipes de policiers spécialisés, avec des équipes de médecins légistes spécialisés. L'important sera, si c'est la CPI qui, à un moment ou à un autre, opère en quelque sorte le tri entre ces différentes procédures, sera qu'une réelle coordination s'effectue. Il semble qu'au niveau européen, Eurojust ait décidé, accepté, avec sur la suggestion, je pense, des ministres européens de la justice, de stocker les éléments de preuve, de les classer, de les répertorier, de les tenir à la disposition le jour venu, mais viendra un moment où il faudra bien choisir entre qui fait quoi, qui jugera quoi. Est-ce que la CPI, qui ne connaît pas les immunités, se réservera le moment venu les plus hauts responsables? On peut le penser. C'est d'ailleurs la philosophie de son statut. Est-ce que tous les exécutants relèveront des juridictions ukrainiennes, comme c'est déjà le cas, puisque nous avons vu qu'au mois de mai, un exécutant, aussi grave que les crimes qu'il ait commis, méritait incontestablement d'être sanctionné, mais ce sentiment que c'est un exécutant qui a ouvert le bal laisse un tout petit peu mal à l'aise, quoi. Voilà. Donc, je m'arrête là maintenant. Je voulais simplement donner des éléments de réflexion au début de ce webinaire pour que, d'abord,
les autres intervenants complètent surtout ou réagissent, et surtout pour susciter des questions de votre part, parce que je pense que c'est à partir de vos questions que l'on pourra beaucoup mieux encore cerner ce qu'est la Cour, ce qu'elle fait, ce que l'on aimerait qu'elle fasse, bref, ce qu'elle ne fait pas toujours. Merci pour ce premier moment. Merci beaucoup pour cette exposé magistral, particulièrement clair sur la CPI. Alors, il y a une question que je pose aux avocats, en particulier à François Roux pour commencer. Pour les avocats qui ont pratiqué dans la CPI, est-ce que les droits de défense sont réservés? Est-ce que la méthode de jugement est la bonne? Quelles sont les critiques qui peuvent être faites? Et quels sont les éléments de satisfaction que vous avez pu recueillir dans l'exercice de cette défense? Alors, il faut peut-être que je précise que je n'ai pas, en ce qui me concerne, plaidé devant la Cour pénale internationale, mais devant d'autres juridictions, le tribunal pour le Rwanda, le tribunal pour le Cambodge, et je suis intervenu dans un certain nombre d'enquêtes pour la Cour pénale internationale, mais pas à la barre. Cela dit, dans le cadre des fonctions qui étaient les miennes au tribunal spécial pour le Liban, où je présidais le bureau de la défense, j'avais évidemment des contacts très étroits avec à la fois les confrères qui plaidaient devant la Cour pénale internationale, mais surtout avec Xavier Jean Keïta, qui était mon alter ego à la Cour pénale internationale, puisque Xavier préside toujours aux destinées de l'équivalent du bureau de la défense du tribunal spécial pour le Liban. L'équivalent presque, Xavier le précisera. Voilà. Donc, ce sur quoi j'ai envie de rebondir, justement après ce que nous disait Bruno Cotte, ce sont ces procédures tout à fait particulières devant les tribunaux pénaux internationaux et notamment devant la Cour pénale internationale, c'est-à-dire les procédures anglo-saxonnes. Et beaucoup d'avocats français notamment rêvent de ces procédures où il n'y a pas de juge d'instruction en disant c'est formidable, on n'a plus le barrage du juge d'instruction, on est à l'audience et on est dans un combat de chef avec d'un côté le procureur et nous de l'autre côté. Eh bien, c'est pas si simple. C'est pas si simple. D'abord parce que la philosophie du procès pénal, comme l'a rappelé Bruno Cotte, la philosophie du procès pénal de droit common law n'est absolument pas la même que la nôtre. Pour le dire très brièvement, dans notre système romano-germanique, non seulement il y a un juge d'instruction qui est chargé, on le sait, du moins en principe, d'enquêter à charge et à décharge, mais il y a surtout un président d'audience, avec une première spécificité, c'est que le président d'audience, quand il commence un procès, un grand procès d'assises, dit on commence aujourd'hui, on terminera tel jour. C'est totalement impensable à la Cour pénale internationale et dans toutes les juridictions pénales internationales. On sait quand on commence, on ne sait jamais quand on terminera, et on a des procès qui durent 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, voilà. Donc ça, déjà, c'est bon. Le deuxième élément extrêmement important, c'est que dans le procès de droit romano-germanique, les acteurs judiciaires vont essayer d'établir la manifestation de la vérité. Alors, avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins de délicatesse de la part du président, à qui on reprochera quelquefois d'être plus procureur que président, c'est vrai, on le sait, mais il y a cette volonté d'essayer d'établir la manifestation de la vérité, au moins judiciaire. Cela n'existe pas dans la common law, c'est même un gros mot. La seule chose qui compte dans la common law, pour la défense, c'est d'arriver à démontrer que le procureur n'a pas rapporté la preuve de ce qu'il avance. Et donc, tout le débat va porter sur une question de preuve. Avec des déviations absolument terribles, parce que les procès, je passe sur la chambre préliminaire, qui n'a malheureusement pas eu les fonctions qu'aurait voulu qu'elle ait le juge Claude Jorda, qui avait essayé d'être à la chambre préliminaire un véritable juge d'instruction. Bon, tout ça est maintenant, hélas, oublié. Et donc, les procès dans les juridictions pénales internationales commencent par quelque chose que les confrères doivent connaître, qui s'appelle le disclosure. Qu'est-ce que c'est que le disclosure? C'est la communication de ces pièces par le procureur, qui en est le maître absolu.
Alors, confrères qui vous plaignez des juges d'instruction, eh bien, croyez-moi, quand vous avez en face de vous un procureur, même pas un procureur d'ailleurs, l'avocat du procureur, qui n'a qu'un objectif, c'est de gagner son procès, il va tout faire pour que vous le perdiez. Et donc, déjà, il va vous cacher le plus longtemps possible ses preuves. Il va mettre au tribunal spécial pour le Liban, par exemple, le procureur a mis 18 mois, vous m'entendez, 18 mois pour transmettre ses preuves à la défense. Et encore, parce que chaque fois, la défense est obligée de réclamer, etc., etc. Voilà. Et donc, une fois que cet exercice de disclosure a été réalisé, il faut souvent faire appel au juge pour dire le procureur ne communique pas, c'est pas normal, etc. Bref, une fois que c'est réalisé, que le procès peut commencer, qu'est-ce qui se passe? Le procureur amène ses témoins qu'il va interroger. Dans certains tribunaux, il les a préparés. Alors, ne hurlez pas, mais c'est comme ça que ça se passe. On appelle ça le proofing. Le procureur, dans certains tribunaux, je sais plus où on en est à ces pays maintenant, mais dans certains tribunaux, le procureur a le droit de préparer ses témoins, c'est-à-dire qu'il leur a dit voilà les questions que je vais vous poser. On répète. Voilà. Donc ça prend pas 2 heures. Ça prend plusieurs jours. Ça prend quelquefois plusieurs semaines pour certains témoins majeurs, notamment des experts. C'est ce qu'on appelle l'interrogatoire principal. À partir de là, la défense va soumettre le même témoin à un contre-interrogatoire cross-examination, qui va également durer des heures, des semaines, des mois. Voilà. Parce que nos amis anglo-saxons considèrent que c'est de cet exercice-là que peut naître, une fois encore, non pas la vérité, mais que peut naître la certitude que les preuves avancées par le procureur sont crédibles. Elles sont, dit le texte, au-delà de tout doute raisonnable. Voilà. C'est le grand texte anglo-saxon. Le procureur doit démontrer la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Et donc, effectivement, le travail de la défense va être d'essayer de démontrer que les preuves rapportées ne sont pas au-delà de tout doute raisonnable. Voilà l'exercice auquel on va assister pendant souvent des années. Voilà. Alors, je me bats contre ce système. Et tous les tribunaux dans lesquels j'ai été, je me suis battu contre ce système. J'ai pas eu l'occasion de le faire au tribunal pour le Cambodge, parce qu'au tribunal pour le Cambodge, on appliquait très majoritairement la procédure romano-germanique, qui m'a permis, par exemple, de demander au juge d'instruction de faire une reconstitution sur les lieux. Je me suis fait insulter par les avocats anglo-saxons et par la presse anglo-saxonne à Phnom Penh, en disant mais l'avocat a perdu la tête. Comment est-ce possible? Voilà. Alors, on est dans un autre monde. On est juste dans un autre monde. Une fois encore, comme l'a dit Bruno Cotte, c'est un monde qui a aussi ses valeurs. Et la première valeur que je lui reconnais, je reconnais notamment 2 valeurs fondamentales. La première que je lui reconnais, c'est le contradictoire. C'est vrai qu'au niveau du contradictoire, les anglo-saxons sont bien meilleurs que nous. C'est incontestable. La deuxième chose que je lui reconnais, mais là je vais très loin, je suis pas sûr que tous les confrères me suivront, mais je le dis, et j'ose le dire, c'est le plaidoyer de culpabilité. Nous sommes dans ces juridictions pénales internationales sur des crimes gravissimes. Le rôle de l'avocat n'est pas de plaider n'importe quoi. Et puisqu'on a l'opportunité, par cette procédure anglo-saxonne, de faire des plaidoyers de culpabilité, eh bien, faisons-le par respect pour les victimes, par respect pour la justice que nous avons, nous, les droits romano-germaniques, nous avons la justice chevillée au corps. Nous croyons à la justice. Eh bien, je dis que ce n'est pas le même exercice de défendre devant une cour d'assises française ou de défendre dans un cas de crimes de masse, de crimes de guerre. J'ai, pour ma part, à 2 reprises au moins, fait des plaidoyers de culpabilité parce que j'ai vu que, effectivement, l'accusé que je défendais n'était pas aussi innocent que ce qu'il le disait et que peut-être c'était dans son intérêt à lui, comme dans l'intérêt des victimes, de faire un pas vers la réconciliation après les drames que subissent ces pays. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut promouvoir. Je suis très content que mon confrère Mohamed Aouini
à la Cour pénale internationale et fait un premier plaidoirie de culpabilité. Je n'ai pas été étonné qu'il le fasse, puisqu'il avait fait au tribunal pour le Rwanda le premier plaidoyer de culpabilité. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment aussi pour moi, une autre fonction de ce que peut faire la défense, et c'est absolument passionnant. Je le répète. En fait, quand on crée ces juridictions internationales, c'est souvent parce que les États ont échoué à empêcher la guerre, les crimes, etc. Et alors les États arrivent et ils disent aux victimes, ne vous inquiétez pas, on va faire un tribunal pour établir la vérité, pour vous indemniser. Eh bien, les premiers tribunaux pénaux internationaux qu'on a créés, les victimes n'étaient pas présentes, ne pouvaient donc pas être indemnisées, et on ne cherchait pas la vérité. Et moi, je dis chercher l'erreur. Voilà. Donc, voyons comment on peut améliorer justement ces procédures, comme elles le permettent déjà, mais on peut faire mieux encore. Et puis dans le mieux encore, et puis j'en termine pour l'instant par là, le procès par défaut. Oui, je plaide pour que l'on instaure à la Cour pénale internationale, et aussi peut-être dans un tribunal spécial qu'on créerait pour l'Ukraine sur le crime d'agression, je plaide pour qu'on instaure le procès par défaut. Ça n'est pas parfait, le procès par défaut. Nous sommes d'accord, ça n'est pas parfait. Mais vous devez savoir que dans le droit anglo-saxon, j'y reviens, on ne peut pas mener un procès aujourd'hui si l'accusé n'est pas là. Alors d'une part, il ne parle pas, j'ai oublié de le dire et d'insister là-dessus, l'accusé ne parle pas dans le procès anglo-saxon, il est muet pendant tout le procès parce que son avocat lui dit « tu ne parles pas ». Parce que si tu parles, tu es obligé de prêter serment, et les avocats ne veulent pas que leur client prête serment, parce qu'en droit américain, mentir devant des juges est pire que le crime pour lequel on est poursuivi. C'est un crime de parjure devant une cour, c'est pire. Donc, les avocats américains ont pris l'habitude de dire à leurs clients, tu ne parles pas. Et on a eu comme ça des procès devant le tribunal pour le Rwanda, pour l'ex-Yougoslavie, où pendant 5 ans, 10 ans, on n'a pas entendu la voix de l'accusé. Voilà. Donc, l'accusé est présent, mais il est absent. Sauf qu'évidemment, il peut, comme disent les avocats anglo-saxons, donner des instructions à son avocat en dehors des audiences. Et donc, c'est tout. Il est présent, mais muet. Voilà. Mais il faut qu'il soit présent pour que le procès se fasse. En tout cas, dans le droit anglo-saxon. Quel est le résultat de ce système? Ben, le résultat, c'est qu'Omar el-Béchir est un dossier qui est dans le bureau du procureur depuis 10 ans, qui croupit sur une étagère. On a entendu des dizaines de témoins, des dizaines de victimes, et aucune de ces victimes n'a pu comparaître devant le juge parce qu'on n'a pas arrêté Omar el-Béchir. Et tant qu'on n'a pas arrêté Omar el-Béchir avec le statut actuel de la CPI, on ne peut pas le juger. Alors je plaide pour que l'on instaure le procès par défaut, comme ça a été fait au tribunal Liban. Ça n'est pas parfait, surtout on l'a vu au tribunal Liban avec les déviations que nous avons connues, mais ça n'avait rien à voir avec le procès par défaut. Le procès par défaut, c'est sûr que ce n'est pas parfait, mais demandez aux victimes libanaises qui ont pu venir témoigner de leur souffrance devant des juges pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, demandez-leur si elles n'ont pas préféré un procès par défaut que rien du tout. Voilà. Eh bien, je dis que devant la Cour pénale internationale, les victimes d'Omar el-Béchir seraient certainement désireuses de venir parler devant des juges et pas seulement devant des enquêteurs du bureau du procureur. Donc, on peut faire ce progrès, instaurer un procès par défaut à la Cour pénale internationale ou dans tout autre tribunal international à créer. À condition que même étant absents, les accusés soient défendus. Et c'est intéressant, je vous livre un petit secret, je ne pourrai pas vous livrer l'origine du secret, mais je vous livre le secret. Quand on a créé le tribunal spécial pour le Liban, c'est le Conseil de sécurité qui l'a créé, c'est le Conseil de sécurité qui a décidé d'un procès par défaut. La Russie, vous m'entendez bien, la Russie a dit « je suis d'accord pour le procès par défaut, mais je demande qu'il y ait un bureau de la défense ». C'est la Russie qui a instauré au tribunal spécial pour le Liban le procès par le bureau de la défense pour qu'il y ait procès par défaut. Alors voilà, nous pouvons réutiliser ce système
à la Cour pénale internationale ou dans toute autre juridiction, si on n'a pas la possibilité d'arrêter l'accusé, eh bien, faisons-lui un procès par défaut avec un avocat qui est nommé par le chef du bureau de la défense, autorité indépendante, et le procès se tiendra au tribunal Liban. Il y a eu un acquittement, il y a eu même 2 acquittements, dont un a été renversé en appel, mais pas l'autre, par des avocats qui ont plaidé pour un accusé en son absence. Voilà. Voilà un petit peu la petite contribution que je peux apporter aujourd'hui au sujet de la justice pénale internationale en général et de la Cour pénale internationale en particulier. Voilà. Merci beaucoup pour cette explication. On reviendra sur la question des preuves et la discussion des preuves et du doute raisonnable. On a toujours un débat sur le doute raisonnable et l'intime conviction. Mais avant d'évoquer ces points, j'aimerais bien que Xavier puisse évoquer justement la place de la défense à la CPI. Est-ce que la place de la défense est aussi confortable que celle qui a été décrite par notre confrère François Roux? Et comment il y a un point important sur la présentation des victimes devant la cour. Est-ce que il n'y a pas une frustration au niveau de la défense? La victime ne peut pas être présente ou représentée. Vous aviez là un certain nombre de questions qui me paraissent importantes. Quel est le sentiment? Merci, Merci, monsieur le bâtonnier. Merci, cher Bernard. Je voudrais remercier la CIB d'avoir organisé cet anniversaire des 20 ans de la CPI et vous dire quel est pour moi l'honneur et la joie de retrouver sur un panel mes 2 amis, le juge Cotte, qui était un excellent juge à la Cour pénale internationale, et François Roux, qui a été l'excellent défenseur que nous connaissons. La dernière fois que nous avons été tous les 3 sur un panel, je crois que c'était en octobre 2017, à la Convention des avocats de France organisée par le Conseil national des barreaux. Et cette fois, nous nous retrouvons, mais on peut pas se toucher, mais il y a peut-être plus de monde qui peuvent se connecter et c'est aussi l'intérêt ou l'avantage que le Covid-19 a pu nous apporter comme inventivité et comme originalité. Alors, Monsieur le Président Bâtonnier, secrétaire général de la CIB, vous me donnez la parole comme la défense peut l'avoir en dernier. Bien entendu, la parole va tourner, mais je voudrais commencer par défendre la CPI parce que tout ce que j'ai entendu tout à l'heure était plus à charge qu'à décharge. Et étant le régional de l'étape, et je précise que je suis conseil principal d'un bureau indépendant et je ne parle pas au nom de la CPI. Mais quand on l'attaque, j'aime bien également la défendre, mais je ne me prive pas de la critiquer parce que quand on critique, c'est qu'on aime et qu'on veut améliorer ce qui existe. Il est bon, après 20 ans, de faire quand même un bilan. Le premier bilan que je ferai, si vous me le permettez, c'est de dire que heureusement qu'on a créé la CPI. Pourquoi? L'ancêtre de la CPI, on a tendance à l'oublier, ce sont les juridictions de Nuremberg et de Tokyo. On est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et à Nuremberg et à Tokyo sont organisés les procès de ceux qui étaient poursuivis comme criminels, comme auteurs de crimes contre l'humanité. Force est de constater que dans l'esprit de beaucoup de gens, et moi je les comprends, c'était une justice de vainqueurs. À savoir,
que si par extraordinaire les nazis avaient gagné, le général de Gaulle et Winston Churchill auraient pu être poursuivis comme criminels de guerre. Donc on était là dans un état de justice de vainqueur. Et quand en 48, il y a eu des textes très avancés sur la répression du crime de génocide, contre la Déclaration universelle des droits de l'homme, le besoin s'est fait sentir de créer une juridiction qui soit permanente. Mais force est de constater qu'après les deux ancêtres, on est passé à une justice de réaction. C'est-à-dire que on est au XXe siècle, on marche sur la Lune, mais on marche complètement sur la tête parce que des crimes qu'on ne pensait pas voir, aussi bien en Europe qui est développée, et je parle des crimes en ex-Yougoslavie, qu'en Afrique, connu et reconnu pour sa fraternité, on n'aurait pas imaginé qu'il puisse y avoir un génocide au Rwanda. Force est de constater que là, nous avons eu une justice de réaction. C'est-à-dire, on a créé par résolution des Nations Unies des juridictions. C'est bien, mais peut mieux faire. Et la Cour pénale est intervenue, et je dis que de par sa création, déjà son bilan originellement est positif. Enfin, on respecte un grand principe de droit. Pas de peine, pas de crime sans loi. On ne crée pas par résolution des textes pour dire telle personne sera poursuivie et voilà comment elle sera poursuivie. On crée un texte fondateur qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, 1er juillet 2002, cette Cour entre en vigueur parce qu'elle a reçu au moins 60 instruments de ratification. Elle existe. Ce qui se passe avant le 1er juillet 2002 n'est pas de la compétence de la Cour. Et c'est cela la démocratie, c'est cela le bien vivre en société. On dit ce qui est possible de faire et on est informé. À ce moment-là, nul n'est censé ignorer la loi. Donc la Cour pénale a été créée, c'est vrai, elle est à parfaire, elle est critiquable et je me gêne pas pour le faire, mais voilà déjà son premier bilan originel dans sa création. Le deuxième bilan, c'est d'avoir contribué à changer la culture. La culture de la communauté internationale par rapport aux crimes de guerre, par rapport au comportement, par rapport à ce qu'on peut appeler en français l'équivalent de l'anglais accountability, la responsabilité, la redevabilité, le fait de devoir rendre compte. Et Monsieur le Président Cotte a rappelé tout à l'heure par rapport à la réactivité surprenante de la Cour pénale internationale. Février 2002, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et immédiatement des enquêtes ouvertes au niveau de la Cour pénale. Et c'est tous les jours comme ça. L'actualité et la Cour pénale sont ensemble. Vous avez l'Ukraine, c'est tout récent. Vous avez les Philippines, la Palestine, vous avez l'Afghanistan, vous avez le Venezuela, la Colombie, la Géorgie, le Myanmar. C'est-à-dire que la Cour pénale colle à l'actualité, même si par certaines pratiques, elle peut paraître imparfaite. Mais il faut penser qu'au moment où elle a été créée, c'est la première fois qu'une cour est créée sur la base d'un traité. Elle ne force personne à en faire partie, ni à participer à son budget, parce qu'elle n'est pas des Nations Unies, elle n'est pas une initiative des Nations Unies. Elle est pour la première fois une cour qui est créée après des discussions, les négociations de Rome, qui donne la signature d'un traité en 1998, et tous ceux qui signent et qui ratifient le font volontairement, personne n'est forcé. Ça, c'est déjà un bilan originel positif. À savoir que cette cour est créée parce que des gens ont constaté, des États ont constaté
Et je dirais que s'agissant de souveraineté qu'on a évoqué tout à l'heure, je considère en tant qu'avocat juriste, il n'y a pas il n'y a pas meilleur geste de preuve de souveraineté pour un État que de choisir de renoncer à une part de sa souveraineté en signant et en ratifiant un traité pour être plus forts ensemble. Et là, nous avons la Cour pénale internationale qui ne prend même pas les devants pour dire « je suis la nouvelle cour d'assises du monde ». Elle n'en a pas les moyens. Elle choisit la complémentarité. Que veut dire cette complémentarité qu'on n'a pas expliquée profondément? C'est que chaque État signataire et membre est le premier responsable des faits et événements qui peuvent ressortir de la compétence de la Cour pénale internationale, à savoir crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide et désormais crimes d'agression. Et on n'est pas une instance d'appel. Quand je dis on, c'est la Cour pénale internationale. On donne priorité aux États eux-mêmes de faire le ménage chez eux. C'est seulement si l'État en question ne veut, n'a pas les moyens, mais fait semblant d'eux, que la Cour qui monitore les événements peut retrouver sa compétence initiale. Ça, c'est extrêmement positif. Le fait d'avoir changé la mentalité de la communauté internationale, le printemps arabe qui a commencé en Tunisie, imaginez 20 ans auparavant, on aurait tiré sur la foule. La révolution qui est intervenue au Burkina Faso, où Blaise Compaoré a finalement été exfiltré par la Côte d'Ivoire, on aurait tiré sur la foule. Maintenant, dès qu'il y a un événement quelque part, on dit Cour pénale internationale. Vous me direz, ça n'empêche pas la Russie d'envahir l'Ukraine, mais c'est un autre chapitre. Et j'entends tous les jours à la télévision, mais des inepties à propos de l'Ukraine en disant on va créer un tribunal spécial. De toute façon, la Russie n'a pas signé ni ratifié. L'Ukraine n'est pas membre de la CPI, elle peut pas être concernée. Mais si, parce que il est possible d'accepter la compétence de la Cour. Elle l'a fait. Le président Gbagbo l'avait fait en 2003, avant que le président Ouattara, reconnu président par la communauté internationale, n'adhéra lui-même à son tour à la Cour pénale internationale. Donc l'Ukraine l'a fait en 2014, en acceptant la compétence de la Cour pénale internationale pour tous les faits advenus depuis 2013 et à venir, c'est-à-dire à ce jour. Donc, c'est fort justement que le procureur a estimé que c'était de la compétence de la Cour de se pencher sur ces faits, sur saisine de plusieurs États partis. Donc, voilà une Cour qui colle à une actualité, mais voilà une Cour également à laquelle on demande beaucoup plus qu'elle n'a des moyens d'agir. Si vous lisez le préambule de la CPI, il est magnifique. On parle du siècle dernier de crimes des crimes, pardon, qui peuvent défier ou surprendre la conscience humaine, des crimes impensables. Et on est au siècle dernier, mais c'est toujours d'actualité. Sauf que la Cour n'a pas les moyens des ambitions qu'on lui prête. Parce que la Cour, elle a 123 membres, elle a un budget qui est en fonction de la participation et des moyens de chaque État, en fonction de la participation ou de la possibilité de participation de ces États devant les Nations Unies, avec lesquels nous avons des liens et des accords. Cette Cour, elle n'est pas parfaite,
sur le plan procédural et vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, la politique. Je le dis respectueusement, lorsque vous avez dit ou laissé entendre que la Cour était politique, oui, mais vous avez nuancé après en disant qu'elle était parfaitement indépendante. Mais vous pouvez laisser entendre que la politique l'emporte sur l'indépendance. Or, j'ai compris ce que vous vouliez dire, c'est que forcément, puisqu'elle n'a ni police ni gendarmerie, elle est obligée d'avoir recours pour fonctionner, pour être opérationnelle, elle est obligée d'avoir recours à la coopération. Et très souvent, même les États membres coopèrent. Et la coopération est fondamentale. Pour autant, on est point lié, pied lié, parce que nous dépendons entièrement de cette coopération. Moi, je parlerai de l'aspect politique sur un autre point qui me dérange profondément, le veto. Vous avez parlé, Monsieur le Président, tout à l'heure de l'article 16 par lequel les politiques ou la politique peut s'inviter, parce que cet article 16 permet de différer une enquête ou une initiative du procureur à 1 an renouvelable et sur initiative du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est le vrai et le seul gendarme du monde. Il peut considérer que telle situation mérite qu'on la différa pour donner une chance à la paix. C'est l'article 16. Mais celui qui me dérange le plus, c'est cette saisine possible et qui vise à éviter un gap. À savoir que pour saisir la Cour, initiative d'un État partie, premièrement. Deuxièmement, initiative du procureur, proprio motu. Troisièmement, pour éviter un gap, État non parti, par exemple, ou auteur présumé non membre d'un État parti, il y a cette voie du véritable gendarme du monde, saisine par le Conseil de sécurité. Je trouve scandaleux que, combien d'années après la Deuxième Guerre mondiale, que ce veto puisse encore exister. Il tue l'idée originale de pouvoir couvrir le monde pour couvrir les États non partis. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? En dehors des parenthèses Soudan, Darfour et Libye, et j'ai été l'avocat de Saïf al-Islam Kadhafi pendant 2 ans, en dehors de cette parenthèse, le veto a toujours été opposé par un des 5 grands. Il n'est pas normal à notre époque que pour des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre de haut niveau, qu'un des 5 grands, supposé être un des 5 sages du monde, puisse opposer son veto comme la Russie l'a fait pour la Syrie. Et les crimes ont continué. Il est temps que l'on s'interroge sur la responsabilité de l'ONU d'avoir encore un veto encore présent. Il est temps qu'on s'interroge sur la responsabilité d'un Poutine parce qu'il est ami avec Assad, oppose son veto. Mais il l'oppose parce que le droit de l'ONU le lui permet. Et aujourd'hui, voilà un détenteur du veto qui, lui, se fait agresseur. Et c'est reconnu par les instances juridiques internationales. Il y a beaucoup à dire sur la CPI. Nous y reviendrons tout à l'heure. J'ai atteint mes 15 minutes, peut-être un peu plus. Je vous prie de m'en excuser. Mais quand on est passionné, on a du mal à se freiner. Et je prendrai le temps de rebondir. Mais il y avait un dernier aspect pour lequel je voulais rebondir sur les remarques de François Roux. Trouvant extraordinaire le système de la CPI pour le contradictoire, moi j'ai été choqué par l'absence de contradictoire parce que je découvre que les juges peuvent convoquer dans le cadre d'une procédure une seule des parties en ex parte, en considérant, se basant sur la common law, que les juges peuvent avoir besoin d'un éclairage ou même à la demande d'une des parties. Et là, la partie adverse n'est pas invitée et n'a même pas d'information. Ça me choque.
Ça choque ma culture également de romano-germanique que j'assume, que lorsqu'une décision est rendue, qu'il y a des appels interlocutoires possibles et que là, la défense doit faire une requête au juge qui a rendu la décision et avec des pincettes pour lui dire vous avez mal appliqué le droit et en prenant des pincettes et je demande la permission de pouvoir faire appel de votre décision. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Ben, le juge considère dans sa grandeur qu'il n'est pas faillible et qu'il n'y a pas besoin d'interjeter appel. Moyennant quoi, de nombreux points de droit restent en stand-by et ils sont renvoyés après au niveau de l'appel et ça crée un embouteillage sur des problèmes de droit et les 5 juges d'appel se retrouvent confrontés à beaucoup de lenteur pour des problèmes qui auraient pu être tranchés auparavant. Je reviendrai après sur d'autres choses à améliorer dans le bilan de ces 20 ans. Je trouve qu'il n'est pas normal qu'une cour à laquelle on prête autant d'ambition ne puisse pas avoir un budget à la hauteur de ses ambitions. Je reviendrai, puisque vous m'avez posé la question, monsieur le bâtonnier Vattier, sur les incohérences et les manques par rapport à la défense. Lorsque l'on a créé le tribunal spécial pour le Liban, c'était la petite sœur de la Cour pénale internationale. Et feu le juge KCC et feu le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, ont fait le bilan suivant. Nous avons poussé à la création de la Cour pénale internationale, mais nous avons loupé une étape fondamentale. Nous n'avons pas créé une défense, un bureau de la défense en tant qu'organe. Il n'y a que 4 organes à la CPI. Le bureau du procureur, les chambres, la présidence et le greffe. Mon bureau n'est pas un organe. Heureusement qu'un rapport rendu le 30 septembre 2019 d'experts indépendants a considéré que la Cour ne marchait pas sur toutes ses jambes et a organisé en 11 mois un scanner, une analyse complète de tout le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Ces recommandations vont dans le sens d'une défense qui doit pas devenir un organe, mais qu'une défense doit devenir au moins un département à la hauteur du bureau du procureur et participer au fonctionnement structurel de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire au niveau des organes décisionnels, du gouvernement de la CPI, le COCO, et de la modification des textes, ce qu'on appelle la CET, le comité de réforme des textes. Les recommandations vont dans le sens d'un vrai bureau de la défense, sauf à prononcer le mot d'organe qu'ils n'ont pas recommandé parce que ce serait modifier trop de textes, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. J'ai dit aux experts indépendants, un peu d'audace, puisque nous y sommes, et d'autres recommandations sont déjà intervenues pour que la défense soit un organe. Et on ne peut pas prétendre avoir une justice pénale internationale comme modèle mondial et universel, alors que la défense n'est pas au niveau de son alter ego, le bureau du procureur. Et je me félicite de la participation des victimes. Je regrette seulement que qu'on leur donne plus de droits que de devoirs et qu'on bouscule l'équilibre qui a été voulu par le système anglo-saxon, c'est-à-dire 2 parties qui s'affrontent. Mais la participation des victimes est à saluer. Mais les victimes participent à la manifestation de la vérité. Et j'en terminerai là, monsieur le modérateur, pour dire que je rejoins François Roux et je rejoins, parce qu'il l'a dit à demi-mot, mais nous avons besoin d'une vérité de départ dans cette procédure. Et cette vérité de départ,
il faudrait un juge d'instruction à la Cour pénale internationale parce que nous partirions d'une vérité de départ, d'un juge indépendant qui enquête à charge et à décharge, et c'est son rôle. Mais dire que le procureur, dont l'ADN est de poursuivre et de lui confier la charge d'enquêter à charge et à décharge, mais vous pensez que la défense va attendre qu'il nous fournisse des éléments exonératoires? Non. Si nous voulons obtenir une véritable défense de nos clients, il faut qu'au départ, il n'y ait qu'une seule vérité et à charge pour les victimes, la défense et le bureau du procureur de faire venir les témoins qu'ils veulent, et cela nous donnerait des procédures beaucoup plus lentes et beaucoup moins coûteuses. Donc, après 20 ans, le bilan, pour moi, est positif. Il y a des choses à corriger, mais peut mieux faire. Merci. Merci. Merci pour cette intervention. Il va y avoir des questions. J'ai une question à poser. J'ai trouvé très bon l'analyse qui est faite sur la justice des vainqueurs, qui donnait une impression de malaise, puisque en définitive, c'était pas une justice, mais c'était une justice des vainqueurs. D'où l'idée d'avoir une juridiction stable, et ça, c'est effectivement un atout pour la CPI. Mais alors, les insuffisances génétiques de la CPI vont conduire, par exemple, à envisager la création d'un tribunal spécial pour ce qui concerne l'Ukraine. Et est-ce que ça apparaît un peu dommageable, parce que, en définitive, la CPI va avoir en charge la gestion de la procédure d'enquête, mais en définitive, ce sera une juridiction spéciale qui risque d'être créée, compte tenu de l'impossibilité pour la CPI de pouvoir juger et du fait que pour le crime d'agression, la Russie n'est pas partie. Et je souhaite que on puisse, à l'issue de notre conférence, faire connaître aux États parties la position de la CIB sur ces différentes questions. Alors, il y avait une question de Saskia Saskia est administrateur de la CIB. Elle déclare la CPI mérite la présomption d'innocence. Étant vertement critiquée, elle a cependant le mérite d'exister. Néanmoins, lutter contre l'impunité impose une répartition pour les victimes. Le fonds pour les victimes semble être un fiasco avec peu de fonds. Aucune obligation des États de financer ce fonds et une désorganisation patente. Que peut-on faire pour combler cette grave lacune? Alors, pour rappeler qu'il n'y a pas de partie civile présente dans le procès devant la CPI et que les droits des parties civiles ne sont pas examinés dans le procès. Et bien plus, ces parties civiles ne sont pas entendues au niveau de l'enquête, mais pas nécessairement au niveau de l'audience. Quelles sont vos observations? Bernard, si vous permettez. Bon, oui, peut-être trois petites observations. Hein. Oui. D'abord, critiquer la Cour, je pense que c'est indispensable parce que qui aime bien châtie bien. Quand on croit à cette Cour, il faut la stimuler et faire en sorte qu'elle s'améliore toujours. Bernard Battier vient de parler du crime d'agression. Il est à peu près évident qu'à l'heure actuelle, l'agression russe sur l'Ukraine est flagrante. Quelques jours après l'entrée des troupes russes en Ukraine, l'Assemblée générale des Nations unies, avec une majorité, je crois, de 143 États sur 193, a condamné cette agression et demandé qu'elle cesse. Or, la CPI, précisément, ne peut pas juger le crime d'agression. Et c'est celui qui pourrait être, sans doute, si l'on parvenait, bien entendu, à interpeller les responsables, ce qui n'est pas encore fait, pourrait être jugé le plus rapidement, contrairement à la lenteur qui caractérise la CPI à l'heure actuelle, parce que la procédure de common law est chronophage. Le seul problème est de savoir si on ne se gargarise pas de mots. Est-ce que l'on va créer ce tribunal? Faut-il le créer? Qui va le créer? Si c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, on rejoint ce que vient de dire l'ami Keïta, il y aura un droit de veto. Est-ce que l'Union européenne peut s'autoriser, comme elle l'a fait pour le Kosovo, la création d'une nouvelle juridiction
alors que, ne nous trompons pas, elle est quasiment co-belligérante, même si elle s'en défend. Mais elle apporte du financement et elle apporte des armes à l'Ukraine. Donc, raisonnons bien en intégrant tout cela, ça montre les difficultés de ce qu'est à l'heure actuelle le fonctionnement du droit pénal international et des juridictions pénales internationales. Pour répondre à la personne qui parle des réparations, je pense, et ça n'est pas du tout pour le plaisir de critiquer, mais je pense que c'est actuellement un des domaines où la Cour n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. L'affaire Lubanga a été jugée il y a déjà plusieurs années et on sort juste, si tant est qu'on en soit sorti, de la procédure de réparation. Pareil pour la procédure Katanga. Alors, le fond, il y a peut-être beaucoup de choses à dire. Là, j'ai quitté la Cour il y a trop longtemps pour pouvoir apporter une opinion suffisamment, j'allais dire, sensée, je dis bien sensée, en tout cas qui mérite d'être retenue. Mais les victimes sont présentes devant la Cour, elles peuvent faire valoir leurs observations, elles le font. En tout cas, l'exemple du dossier que j'ai eu à traiter montre qu'elles sont présentes et très utilement présentes. Les représentants légaux des victimes, les avocats des victimes ont apporté une contribution majeure au déroulement de nos audiences et aux questions juridiques qui étaient posées, mais force est de constater que la rapidité avec laquelle devrait intervenir, même si c'est très compliqué, l'octroi de réparation ne fonctionne pas encore correctement. Et je ne sais plus très bien si je crois que la personne qui posait une question notait que la Cour pénale internationale faisait l'objet de la critique d'être trop politique. Pour moi, c'est pas une critique, c'est un constat et ça ne me choque pas du tout. La Cour pénale internationale ne peut être que politique. C'est au cœur du fonctionnement des États. Reconnaissons simplement qu'il est dommage qu'à l'heure actuelle, la plupart des États qui ont saisi la Cour depuis qu'elle fonctionne n'aient pas souhaité faire jouer le principe de complémentarité en leur faveur et ce soit peut-être, je mets le mot entre guillemets et je le m'énonce avec prudence, un peu défaussé auprès de la Cour. Quant au juge d'instruction et à la procédure in absentia, moi je le souhaite de tout mon cœur, mais ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on quitte ce webinaire en se disant il n'y a qu'à le faire, parce que les procédures de révision des statuts de la Cour sont d'une incroyable complexité et je pense qu'il faut en parler, toujours en parler, essayer de convaincre, mais ne croyons pas que ce sera fait demain ou après-demain. Ce ne sera pas le cas. Oui, la CIV peut être un organe de pression, pour autant qu'elle soit entendue, mais interpeller les États partis sur ces questions-là. Allez-y alors, allez-y. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Bernard, pour tirer les conséquences de cet anniversaire. Et en ce qui est une autre question. Je voudrais réagir sur si vous me permettez, sur l'Ukraine. Il y a beaucoup d'auteurs qui proposent un tribunal spécial. Je pense que quand on a créé une cour... On n'entend plus. On vous entend plus. On t'entend plus, Xavier Jean. Oui, je voulais réagir sur l'Ukraine pour dire que si on a créé cette cour et qui est objectivement compétente, au moins sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, c'est déjà pas mal. Ce qui pose problème, c'est le crime d'agression. Il a été inclus dans le statut de Rome lors de la première révision du statut en mai-juin 2010 à Kampala, en Ouganda. Et on a fini nos travaux à 3-4 heures du matin et ça a été signé in extremis. Et les États, y compris les États non partis, comme les États-Unis, les très grands de ce monde, la Chine, la Russie, ont tout fait pour bloquer. Pourquoi? Parce que c'est le crime par excellence qui vise les grandes puissances et qui se veulent très souvent le gendarme du monde. Or, le crime d'agression est entré en vigueur, mais
On y a mis tellement d'obstacles, même pour les États qui sont en faveur. Il y a tellement de réserves que c'est un miracle que le crime d'agression puisse être mis en vigueur. Est-ce une raison pour aller créer un autre tribunal? Vous avez parlé déjà des obstacles éventuels. Moi, je serais pour déjà travailler sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Et Dieu sait, je pense qu'il y en a qui ont été constatés, mais reste à trouver les auteurs ou les commanditaires, et peut-être, pourquoi pas, un début de génocide. Je pense qu'il y a déjà de quoi faire avec la Cour pénale qui est compétente. Il faut juste lui donner les moyens de la politique. 150 millions d'euros, c'est absolument insuffisant pour ce que la communauté internationale attend de la CPI. Et son budget est ridicule. Je dis, mais c'est de la justice Ryanair ou EasyJet, c'est pas possible. On n'a pas les moyens. L'année dernière, on a eu des problèmes de liquidité. Pourquoi? Parce que des États partis qui participent au budget de la CPI ont estimé qu'il était plus urgent de sauver leurs entreprises du fait du Covid-19 que de donner leur participation à la Cour. Ça peut se comprendre. Donc, on est encore dans cette période-là où même les États partis diffèrent leur participation, donc on a très peu de moyens. Mais faisons avec l'existant. S'agissant de la remarque sur la participation des victimes, bien que défense est chevillée au corps, j'ai proposé lors d'une assemblée générale des États partis que l'on modifiât le système de participation des victimes, tout en gardant celui existant et qui a ses mérites. Les victimes ne sont pas des parties, mais sont des participantes. Donc, elles ont, en fonction de l'article 68.3 du statut de Rome, la possibilité de faire valoir leurs vues et préoccupations. Il se trouve qu'avec des décisions prétoriennes venant de nos juges, elles ont été admises, si elles peuvent démontrer qu'elles ont des intérêts personnels, elles peuvent être admises à participation à la manifestation de la vérité. Ça complique encore plus le travail de la défense. Mais tant mieux, parce que c'est la première fois qu'au niveau international pénal, les victimes ont une voix et une place. Mais je trouve que c'est un peu un bal des hypocrites. Voilà des victimes qui participent à tout stade, et c'est le statut de Rome qui le dit, à tout stade que les juges estimeront approprié pour faire valoir leurs vues et préoccupations. Et après, si donc le procès Bemba, au bout du procès, Bemba, d'abord condamné en première instance à 18 ans, est acquitté en chambre d'appel, il y a 5000 victimes qui se sont retrouvées le bec dans l'eau et victimes une deuxième fois. Ma proposition concrète et simple est la suivante. Si un État n'a pas pu protéger ses ressortissants, c'est au premier chef, lui, le responsable. Il doit payer et réparer immédiatement. Si cet État est indigent, comme la plupart d'ailleurs des personnes qui sont poursuivies devant la Cour, c'est pour ça que c'est un peu un bal des hypocrites. On peut condamner quelqu'un, mais la personne est indigente. Donc, si un État ne peut pas, qui est le véritable gendarme du monde? C'est le Conseil de sécurité sur le fondement du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Dans ces conditions, c'est la communauté internationale, en second, qui a failli de protéger les victimes. Les Nations Unies doivent immédiatement réparer à la place de l'État, à charge pour les Nations Unies de se retourner après contre qui il appartiendra. Et là, les procédures peuvent se dérouler normalement. Ça fera moins de pression sur la défense parce que les victimes ont déjà reçu une réparation et elles ont un autre droit, c'est de vivre leur procès, quel que soit le résultat. Mais il n'est pas normal ensuite de rentrer dans un processus de réparation
on a un fonds d'indemnisation des victimes, mais qui dépend de contributions volontaires et qui fait ce qu'il peut en amont et en aval après condamnation, mais les moyens sont limités. Et il faut pas oublier de dire que sur toutes ces procédures que nous avons eues devant la CPI, seul Jean-Pierre Bemba et les responsables politiques du Kenya n'ont pas eu recours à l'aide juridictionnelle. Tous les autres, y compris le président Gbagbo, que l'on estimait comme étant une des plus grandes fortunes de l'Afrique, il a été défendu au titre de l'aide juridictionnelle. Un dernier mot sur l'aide juridictionnelle, c'est sur cette base-là que la plupart des avocats intervenant au niveau de la CPI sont payés. C'est confortable si on regarde le système d'aide juridictionnelle de pays, y compris développés, même la France. J'ai exercé à Paris une vingtaine d'années. On paie bien au titre de l'aide juridictionnelle, mais il faut dire une chose, c'est que la CPI n'est pas l'endroit où les conseils, c'est-à-dire les avocats, sont les mieux rémunérés. Et il faut dire également que les équipes de défense qui sont constituées pour la plupart de femmes et de jeunes juristes participent à l'activité de la Cour sans avoir de congé, sans avoir de congé annuel, de congé de maternité, sans avoir d'assurance, et ils doivent se débrouiller pour vivre ou survivre à la haie, et c'est extrêmement coûteux. Donc, avec quelques organisations, nous avons provoqué, mis sur la table de la réforme de l'aide juridictionnelle, une réforme totale pour éviter que les États, un jour, puissent être taxés d'esclavage moderne et d'accepter, comme la Cour, qu'un système scandaleux puisse continuer à avoir cours. Et je profite de la présence de François Roux pour dire que, avec son appui, ce problème a été réglé au tribunal pour le Liban avant qu'il ne fermât. C'est-à-dire que les support staff, les staffs d'appui ont été intégrés par un contrat spécial comme staff du tribunal pour le Liban. J'ai proposé la même chose il y a 5 ans, mais nous sommes en négociation avec les États. Il y a un premier projet qui est proposé et qui est renvoyé à toutes les parties prenantes. Mais voilà des cailloux dans la chaussure, non seulement de la Cour, mais de la communauté internationale, parce que ce n'est pas ma Cour, c'est notre Cour pénale. Et si elle ne fonctionne pas, il faut essayer de l'améliorer. Et un anniversaire des 20 ans, c'est le moment ou jamais de faire le bilan. Merci. Oui, alors sur le point évoqué de la volonté de voir ces pays prendre son ampleur, on a quand même le problème de la procédure par défaut, qui fait que la CPI ne peut juger que les gens qui comparaissent devant elle. Par ailleurs, on a aussi le pouvoir politique qui peut intervenir, parce que une autre forme d'impunité peut naître de l'intervention du Conseil de sécurité. On a par conséquent une justice qui va dépendre de la position du défendeur, des coupables recherchés, ou encore de la position du Conseil de sécurité. Effectivement, ça fragilise la CPI. Alors, parlons d'une compétence universelle. Monsieur, vous pensez qu'il est possible que la CPI puisse avoir une compétence? Non, je pensais à la question que posait l'une des intervenantes tout à l'heure, qui, sauf si j'ai bien lu, disait « Ne faudrait-il pas s'orienter peut-être plus vers les règles de compétence universelle dont un certain nombre d'États sont actuellement pourvus ?» Je pense que la CPI n'est pas seule. Elle est là et nous sommes contents qu'elle soit là. Et il faut qu'elle s'améliore. Et il faut lui donner ses chances, incontestablement. Mais elle n'est pas seule. Et on a pu constater que là où elle ne pouvait pas intervenir, par exemple en Syrie, un État comme l'Allemagne, lui, était intervenu. Et les autorités judiciaires allemandes ont pu, il n'y a pas si longtemps, juger, je mets entre guillemets, car je ne connais pas la qualification pénale exacte, un tortionnaire syrien qui a été condamné. S'agissant de ce qui se passe actuellement depuis février dernier en Ukraine, déjà plusieurs États
qui disposent de la compétence universelle ont engagé des poursuites. Je ne sais pas encore ce qu'elles donneront, mais l'occasion m'est aujourd'hui donnée, puisque parmi les personnes qui participent à ce webinaire, il y a un certain nombre d'avocats français, d'appeler leur attention sur le fait que nos règles internes, je crois que c'est 689-11 du Code de procédure pénale, à vérifier, concernant la compétence universelle et son exercice en matière de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, sont extrêmement rigoureuses. Il existe à l'heure actuelle des verrous, notamment l'exigence de la résidence habituelle en France, qui, contrairement au trafic international de stupéfiants ou au terrorisme, est infiniment plus exigeante que le simple fait d'être trouvé en France. Là, il faut une résidence habituelle et il y a une exigence de double incrimination qui a donné lieu à un arrêt de la Chambre criminelle au mois de novembre dernier, qui pose problème incontestablement et qui, si cette jurisprudence devait se poursuivre, mettrait vraisemblablement de côté à peu près la moitié des poursuites en cours au sein du pôle crimes de guerre et crimes contre l'humanité du tribunal du parquet de Paris, du PNAP. Donc, il faut absolument réfléchir à cela. Je ne sais pas si l'Assemblée plénière de la Cour de cassation étant saisie, elle atténuera ou modifiera cette jurisprudence. Le garde des Sceaux et le précédent ministre des Affaires étrangères ont indiqué au mois de mars ou avril dernier que si il le fallait, il faudrait modifier la loi. Je ne sais pas si notre loi sera modifiée, mais quand Xavier Jean parlait tout à l'heure de risque d'hypocrisie, je dirais simplement qu'il y a souvent des risques de double discours. On est prêt à tout faire, mais dispose-t-on des moyens légaux qui permettent de faire ce qu'il faudrait faire? Donc, oui à la question, la compétence universelle doit occuper toute sa place. Lorsqu'un État se met en situation de poursuivre et de juger éventuellement, mais encore faut-il que les textes lui permettent de le faire. Et alors, ça, c'est une autre question qui concerne le droit français, mais effectivement, pour ce qui concerne la France, les dernières décisions de la Chambre criminelle révélaient l'insuffisance de l'extrême rigueur du droit positif français, qui est assez frustrant par rapport aux jurisprudences belges et allemandes. Et je pense qu'effectivement, c'est bon que le barreau français puisse intervenir auprès du gouvernement pour une modification du code de procédure pénale, étant observé que je crois, comme vous l'avez remarqué, la Cour de cassation doit travailler sur ce sujet. Oui, normalement, l'affaire sur opposition revient en assemblée plénière en 2023. Voilà. On pourra attendre. En ce qui concerne l'expérience, François Roux, vous avez l'expérience du tribunal pénal du Liban, avec une défense qui était active. Finalement, le modèle du tribunal pénal du Liban est-il satisfaisant sur le plan de la procédure? Vous avez évoqué le caractère frustratoire de la commune et donc il serait préférable de faire des modifications, mais pour un avocat plaider devant le tribunal du Liban, on a le sentiment que on est en mesure de faire face à sa charge, on a les moyens de discuter des preuves, on a quand même un certain nombre de possibilités d'intervention. Et en fait, c'est presque au même niveau que la Cour pénale internationale. En réalité, il n'y a pas trop de différence dans les règles de procédure. Alors, normalement, il y avait une grande différence et ceux qui sont intéressés, je les invite à aller sur le site du tribunal spécial pour le Liban et à se procurer le mémorandum explicatif qui avait été fait par le président Kassezé, mémorandum explicatif du règlement de procédure de preuve. C'est vrai qu'au tribunal spécial pour le Liban, les créateurs avaient tenu à instaurer beaucoup plus de droit romano-germanique. Malheureusement, le tribunal, notamment la première chambre, a été très vite présidé par un juge qui était un juge de common law
et qui a utilisé un texte qui effectivement permettait de se libérer de cette procédure romano-germanique et de revenir totalement à la procédure accusatoire. Normalement, c'était une exception à la règle. c'est devenu la règle. Et effectivement, tout le procès s'est déroulé selon la procédure de common law. Je veux juste insister sur le travail qu'ont pu faire malgré ça les avocats. Déjà, moi, il avait fallu que je convainque les barreaux libanais, ça n'avait pas été simple, que les avocats pourraient et devraient faire des enquêtes au Liban. Parce que ils m'ont dit mais ça c'est complètement contraire à toutes nos règles professionnelles. Il n'est pas question que les avocats se transforment en enquêteurs. Et là je leur ai dit mais moi les avocats que je vais nommer dans le cadre de mes fonctions, je les nomme pour qu'ils fassent leur métier jusqu'au bout. Et leur métier jusqu'au bout dans une procédure où il n'y a pas de juge d'instruction, c'est de faire eux-mêmes leurs enquêtes. Voilà. Et donc, il a fallu que je déploie quelques efforts de pédagogie avec les barreaux. Après, ça s'est très, très bien passé. Mais du coup, au tout début de mes fonctions, j'ai fait un traité international entre mon bureau et le Liban. J'ai signé un traité, une convention internationale avec le gouvernement libanais pour autoriser les avocats que je nommerai, y compris les avocats libanais, à faire des enquêtes au Liban. Voilà. Ce qu'ils ont fait et ceux qui ont des enquêtes qui ont été extrêmement précieuses, puisque c'est sur la base notamment de ces enquêtes que deux avocats ont pu faire acquitter leurs clients. Et je voudrais insister sur ce que disait Xavier Jean tout à l'heure. C'est vrai qu'au tribunal spécial pour le Liban, moi je n'y étais pour rien, mais il se trouve que quand j'ai été nommé, le bureau de la défense était un organe du tribunal. C'est-à-dire que chaque fois que nous avions des réunions publiques, il y avait à la barre, si j'ose dire, la présidente, le procureur, le chef du bureau de la défense et le greffier. Nous étions tous les quatre. Et je déplore depuis longtemps qu'il n'en soit pas de même à la Cour pénale internationale. J'ai eu mal à supporter quand la Cour pénale internationale fait des colloques, etc. Je déplore deux choses. D'une part, qu'elle le fasse sous une bannière, la CPI lutte contre l'impunité. J'ai toujours dit que les juges ne sont pas là pour lutter contre l'impunité, les juges sont là pour dire le droit. Le seul qui est là pour lutter contre l'impunité, c'est le procureur. Les juges sont là pour dire le droit. Pour dire le droit et pour effectivement dire à la fin du jour si l'accusé est coupable ou non coupable. Les juges ne sont pas là pour lutter contre l'impunité. Mais la deuxième chose qui m'a toujours choqué, c'est que Xavier Jean n'était pas à la tribune. Xavier Jean le rôle de Xavier Jean à la CPI est le même que le mien. D'ailleurs, quand je suis arrivé au tribunal Liban, j'ai appelé Xavier Jean au secours et j'ai dit, moi, comment tu fais pour venir en soutien aux équipes d'avocats, etc. Et moi, je n'ai fait que copier ce que Xavier Jean faisait à la CPI, ni plus ni moins. Mais comme effectivement, j'avais la chance que mon bureau soit un organe indépendant qui déterminait lui-même son budget, etc., on me reproche maintenant d'avoir trop payé les avocats. Ben oui, c'est vrai. J'ai effectivement imposé au budget du tribunal que les avocats au tribunal spécial pour le Liban soient correctement payés parce qu'il y en avait assez de ces tribunaux Rwanda que j'avais connus ou ex-Yougoslavie où les avocats étaient sous-payés. Donc j'ai adopté une règle très très simple. J'ai regardé combien était payé un substitut du procureur et j'ai dit je veux que les avocats soient payés pareil. C'est pas compliqué. Voilà. Et j'ai demandé à ce qu'effectivement un avocat à la Cour pénale internationale est assisté par toute une équipe. Les dossiers sont énormes. Il y a des millions de documents à regarder. Il faut réaliser ce que c'est qu'un dossier dans une juridiction internationale. Des milliers, voire des millions de documents à examiner. Donc il y a effectivement une équipe d'assistants. Et oui, au tribunal spécial pour le Liban, j'avais fait en sorte que cette équipe d'assistants soit ce qu'on appelle des staffs, c'est-à-dire que pour la première fois dans la justice pénale internationale, ils étaient normalement considérés. Et ils avaient effectivement un certain nombre de droits, et j'en suis très fier. Apparemment, il semblerait qu'aujourd'hui, certains États me le reprochent en disant que ça a coûté beaucoup trop cher. C'est sûr, la défense coûte beaucoup trop cher, surtout quand on ne veut pas dire à la défense combien a coûté le bureau du procureur. Alors, il y a juste une chose que je demande, combien coûte le bureau du procureur par accusé, et combien va coûter la défense. C'est juste ça. Voilà. Merci de ce propos. Et finalement,
Bernard. La CIB veut se saisir de cette volonté que vous avez manifestée parce que moi, je souhaiterais que nous puissions tirer les conclusions de ce 20e anniversaire de façon très positive, dans le respect de l'égalité des armes. Et c'est un aspect de l'égalité des armes que vous venez d'évoquer. Absolument. Et également, dans le processus de traitement, la justice sur les droits fondamentaux ne peut pas se satisfaire d'une impunité qui est acquise pour des raisons procédurales, par notamment le défaut de la personne recherchée. Je pense qu'il y a sur ces sujets-là des éléments importants qu'il faudrait mettre en conclusion. Et je souhaiterais que lors de notre congrès de Niamey, on puisse évoquer les orientations que le barreau international que nous représentons souhaite donner à la Cour pénale internationale à l'occasion du débat qu'on va avoir avec l'Ukraine, parce qu'effectivement, créer une juridiction, ça va être une juridiction de vainqueur, financée par l'Union européenne, qui est co-belligérante indirectement, c'est pas du tout satisfaisant sur le plan de la partialité du juge. Alors, je vais conclure pour notre webinaire par une intervention de notre ami haïtien. Nathan Laguerre nous dit la chose suivante. Sans revenir sur les justes critiques formulées à l'endroit de la CPI, je voudrais quand même, sur la question de la justice des vainqueurs, qui a semblé être à l'origine de la CPI, m'interroger. Et donc vous interroger sur ce rapport de force international qui n'a toujours pas été évacué. Mais aussi interroger l'avenir même de la CPI, qui pourrait s'écrouler sous le poids de ses influences de plus en plus fortes, de plus en plus antagoniques. Voilà la remarque de Nathan Laguerre. Je ne crois pas qu'il soit possible d'être aussi pessimiste pour dire que la CPI va s'écrouler. Moi, je pense que les acquis de la CPI sont considérables et la CPI a pris une place dans l'échiquier institutionnel international. Je pense qu'aujourd'hui, on est à la recherche du second souffle et c'est ce à quoi, pour ce qui nous concerne, la CIB, nous allons nous employer. Moi, je voudrais remercier vivement nos trois intervenants. Bernard. Qui sont habitués de la CPI et puis en particulier Scott qui n'est pas avocat, mais enfin, il est avocat au fond de lui-même. Bernard. Bernard. Xavier Jean, je prends la parole. Oui, Bernard. Excusez-moi, vous avez évoqué Niamey. Et je voudrais évoquer juste rapidement quelques points et sur lesquels aussi bien la CIB que le congrès de l'UIA à venir en fin octobre à Dakar pourraient évoquer. D'abord, ce qui s'appelle l'article 70 du statut de Rome qu'il faudrait d'urgence réformer. C'est un article qui permet, en cas d'atteinte à l'administration de la justice, d'intervenir, par exemple, en cas de soudoiement, de corruption, de témoins et autres. Et la CPI est déjà intervenue et quelques confrères congolais ont été... Oui, l'équivalent du contempt of court. Sauf que cet article est mis à disposition du bureau du procureur, qui est mon contradicteur. Et donc, c'est une partie qui a cette Kalachnikov et qui est actionnée souvent sur la tempe de la défense pour neutraliser la défense. Le même système existe dans d'autres juridictions ad hoc où c'est une structure indépendante qui peut déclencher l'article 70. Donc, il est urgent de réformer cet article 70. D'autre part, lorsque cet article 70 a été déclenché, on s'est aperçu que, au niveau de la Cour pénale, on pouvait écouter des conversations de confrères censées être confidentielles et couvertes par le secret professionnel. Et là, il est urgent et important qu'il y ait une initiative internationale pour que
une juridiction internationale comme la CPI qui n'a pas de barreau, parce qu'un vrai barreau, on a créé une association, mais c'est juste une association. J'ai été membre du Conseil de l'Ordre 10 ans en région parisienne, et il y a deux attributs principaux d'un vrai barreau. C'est maîtriser son tableau, et c'est pas au bâtonnier que je vais l'apprendre, et c'est maîtriser sa discipline. Le barreau ou les associations qui existent à la CPI, on n'a ni l'un ni l'autre, on n'a rien. Donc, on peut perquisitionner impunément le cabinet d'un avocat pour chercher la vérité. On peut les mettre sur écoute à l'initiative du procureur. Il n'y a pas l'équivalent du bâtonnier qui peut intervenir parce qu'il n'y a pas de bâtonnier. Moi, je suis contacté comme bâtonnier entre guillemets pour conseiller les confrères en matière d'éthique, mais nous travaillons sans filet et il est important avant Niamey ou avant l'UIA d'attirer l'attention des confrères qui peuvent venir à l'international sur le fait qu'on marche ou on œuvre souvent sans filet. Le dernier point important, c'est en matière de coopération. Le bureau du procureur contacte directement les points focaux de tous les États pour coopérer directement. Quand il s'agit de la défense, il faut passer par une section du greffe qui envoie notre requête à une autre section du greffe, la direction des affaires extérieures du greffe, qui, elle, contacte l'État pour que le point focal rebondisse, mais on n'est pas sous tutelle, la défense. Donc, ce genre de choses, ce n'est pas admissible. Autre point qui a un lien avec la coopération. Les États se précipitent pour signer des accords de coopération ou des accords divers avec la Cour. Il n'y a que deux États, la Belgique et l'Argentine, qui ont signé des accords avec la Cour pour admettre une potentielle mise en liberté, alors que la détention, c'est l'exception et la liberté, c'est la règle. Donc, les textes qui sont mis en place par le statut de Rome sont violés de facto parce que les États ne signent pas de telles conventions. Ils se précipitent pour signer des conventions pour la saisie des avoirs. Là encore, j'ai rappelé aux États que le texte sur la saisie des avoirs dit que les États, la Cour peut saisir des biens ou des produits liés au crime. Mais pour les saisir et pour qu'il y ait un crime, il faut qu'il y ait condamnation. Et je dis que par avance, on viole le statut de Rome, on saisit des avoirs et on pourrait, comme dans le droit français ou dans d'autres droits de culture romano-germanique, mettre en place un administrateur de ces biens, comme l'avion de Bemba ou ses limousines, mais qu'on ne dise pas après coup, ah mais c'est pas le rôle du greffe de gérer cela, et c'est pas fait. Et lorsque la défense saisit au titre de l'article 85 du statut de Rome après un acquittement pour demander des indemnisations ou des indemnités, on renvoie la défense boulet en disant non, c'est pas de la compétence de la Cour de gérer ses biens et ses avoirs. Donc la Cour doit se donner des moyens de gestion des biens qui sont saisis en violation de la présomption d'innocence, mais au moins qu'ils soient administrés pour le compte de qui il appartiendra. Les victimes peuvent être bénéficiaires, mais sinon, en cas d'acquittement, les acquittés au moins retrouvent leurs biens dans un bon état. Et là, nous avons des efforts à faire au niveau de la... Merci, Xavier Jean, de ces compléments. Nous avons dépassé l'horaire. Je suis très heureux qu'il y ait eu autant d'intervenants, de participants à ce webinaire. Et on tirera les conclusions à Niamey avec la contribution active de notre confrère Keïta, qui est aussi François Groupe, pour ce qui concerne la préservation des droits de la défense. Merci infiniment. Merci. Et à bientôt. Et j'espère qu'on aura des résultats positifs de nos interventions. Merci, bravo. Merci beaucoup et portez-vous tous bien. Et lavez-vous les mains. Merci, Gabriel.